L'arrêté, les oubliés de l'économie voient enfin leurs droits reconnus. Santé, néonatologie en crise à Ziguinchor, l'alerte est lancée. L'hôpital de la Paix étouffe sous le manque d'équipements vitaux. Bébés prématurés et médecins, tous au bord de la rupture. Enfin, politique, Assemblée nationale, immunité sous tension. Les commissions ad hoc entrent en action contre 2 députés. Le bras de fer politique est désormais engagé. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue au Sénégal. Les travailleurs domestiques voient enfin leurs conditions salariales évoluer. Le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a signé un nouvel arrêté valorisant de manière significative les salaires minimums catégoriels. Signé ce 25 avril 2025, cet arrêté s'inscrit dans la volonté des autorités de garantir de meilleures conditions de vie aux travailleurs domestiques et aux gens de maison, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, notamment la loi sur le Code du travail et le décret sur le salaire minimum interprofessionnel garanti. Cette mesure vient remplacer l'ancien dispositif datant de 2009. Désormais, le salaire mensuel du travailleur domestique de première catégorie passe de 42 714 francs CFA à 64 223 francs CFA. Pour la 7e catégorie, le salaire passe de 53 318 francs CFA à près de 77 000 francs CFA. Une revalorisation qui touche toutes les catégories de travailleurs avec des hausses oscillant entre 50 à 60% selon les niveaux. Le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions souligne que cette décision vise à reconnaître pleinement la contribution essentielle de ces travailleurs à l'économie nationale. Le texte sera publié dans les prochains jours au journal officiel et son application sera assurée par la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Une avancée majeure pour des milliers de Sénégalais dont l'engagement au quotidien mérite respect et considération. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour les travailleurs domestiques du pays. Vivement la mise en œuvre concrète de cet arrêté dans les prochains jours. Ousmane Ba, sur la même lancée, la CNTS se mobilise pour les travailleurs licenciés. Certains d'entre eux licenciés de la fonction publique seront repris. C'est une promesse du gouvernement et l'information est donnée par la CNTS. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal soutient ces licenciés et plaide pour leur réintégration tout en dénonçant les conditions de leur recrutement. Suivant les explications de Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS, au micro de Djibril Diallo. Nous les avons pris en charge dans le pacte. Et je pense que l'autorité nous a entendus. Monsieur le Premier ministre lui-même, je pense qu'il est prêt. D'ailleurs, au niveau... Ça, c'est un scoop qu'on va vous donner. Au niveau du ministère des Mines, d'ailleurs, il y a déjà quelque chose qui est enclenché pour voir comment reprendre certains dont on a besoin. Parce qu'il y a aussi des problèmes. Il faut le dire, hein, on n'est pas syndicat aussi pour occulter la vérité. Parce qu'il y a certains recrutements qui ont été plus ou moins, en tout cas, comme ils le disent, politicienne. On ne peut pas recruter 80 et quelques personnes au mois de mars, où les gens devaient certainement aller à des élections, et peut-être le risque était là que les gens partent. Donc, qu'on mette des gens en CDI pendant cette période, ce qui est plus cocasse, on dit que dans certains cas, les gens, 80 personnes viennent d'une seule ville. Vous voyez, donc il y a des problèmes, il faut le dire. Mais maintenant, même s'il y a des problèmes, le dialogue social est là pour ça. En bref, la police nationale lance un dernier appel aux policiers adjoints volontaires de la 7e cohorte en service et de la première récemment libérée. Ils disposent de 8 jours pour régulariser leur situation administrative en déposant leur dossier complémentaire. Selon le directeur du GMI, cette démarche pourrait leur permettre de réintégrer les rangs de la police sous certaines conditions. Dans un tout autre registre, la liberté de la presse au cœur d'une nouvelle polémique suite à la décision du ministère de la Communication portant arrêt immédiat de la diffusion et de la publication de certains médias. Le CEDEPS dénonce une mesure estimant qu'elle viole la loi. Selon l'organisation patronale, seul le CNRA détient la prérogative de suspendre des médias.
C'est un arrêté qui vise l'ensemble des supports médiatiques, que ce soit en ligne, écrit ou encore la presse audiovisuelle. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a ordonné la cessation immédiate des activités de diffusion, de parution, de publication et de partage de contenu par tous les médias ne respectant pas les dispositions en vigueur du Code de la presse. Une mesure fermement condamnée par Mamadou Ibra Kane, le président du CEDEPS. Oui, mais vous savez que depuis l'avènement de la troisième alternance politique, le nouveau régime passe outre la loi. Et le nouveau régime aujourd'hui affaiblit beaucoup le Comité national de régulation de l'audiovisuel. Une décision prise dans un contexte où les autorités cherchent à renforcer la régulation du paysage médiatique sénégalais et à lutter contre la désinformation dans le secteur de la presse. Mamadou Ibra Kane soutient que le CNRA est l'organe habilité à faire ce travail. Le Comité national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, qui en quelque sorte est comme un pantin qui n'a aucune possibilité d'action parce que simplement le CNRA n'a pas le courage d'assumer les compétences que la loi de 2006 lui donne en matière de régulation des médias. Il invite cependant les médias à continuer la diffusion. L'article 5 de l'arrêté souligne également que toute personne diffusant des contenus de médias non conformes ou de fausses nouvelles s'expose cependant à des sanctions prévues par le Code de la presse. Moussa Ahmane de la défense des médias cap maintenant sur la santé des tout-petits avec une immersion à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Ce soir, nous parlons de la prise en charge des bébés prématurés et des pathologies néonatales. L'hôpital de la paix de Ziguinchor, reconnu comme une référence dans ce domaine, fait face à une forte fréquentation en raison de sa position stratégique. Cependant, l'unité de néonatologie manque cruellement d'équipements essentiels, notamment de respirateurs pédiatriques. Unité de néonatologie de l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Dans cette salle d'une capacité de 12 lits d'hospitalisation, avec 8 tables de réanimation néonatale et 2 couveuses, médecins et infirmiers sont aux soins des bébés prématurés et de ceux qui souffrent de complications néonatales. Un service qui fait face à une forte fréquentation. Parce qu'il y a beaucoup de nouveau-nés quand même qui nous sont référés, surtout du district sanitaire de Goudom, qui naturellement dépend du point de vue géographique de la région de Sédhiou, mais du point de vue de l'accessibilité, nous viennent souvent ici en urgence. Et donc tous ces nouveau-nés-là sont gérés donc dans cette salle-là qui constitue donc notre salle de réanimation néonatale. L'autre particularité également, on est limitrophe à des régions comme la Gambie, mais également la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Et donc tout ça là fait que on est vraiment dans une position stratégique qui fait qu'on est obligé d'avoir en tout cas quand même le maximum d'offres de soins. Les hospitalisations de nouveau-nés dans cette unité de néonatologie de l'hôpital de la paix de Ziguinchor peuvent avoisiner 100 par mois. Un service de référence certes, mais qui manque de respirateurs pédiatriques et de photothérapie. On doit pouvoir faire plus pour éviter les transferts à Dakar. Et pour ça, il nous reste quand même quelques petits appareils sur lesquels on aimerait quand même vraiment que les autorités nous aident dans ce sens-là. C'est par exemple le respirateur pédiatrique. Parce que les enfants qui ont besoin d'assistance respiratoire, malheureusement, si ça se pose, souvent on est dans des difficultés parce qu'on n'a pas de respirateur pédiatrique. Alors, l'autre chose également, c'est les enfants aussi qui ont des ictères, c'est-à-dire une coloration jaune des muqueuses et des téguments. Ces enfants-là ont besoin de ce qu'on appelle la photothérapie. Alors, à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est la photothérapie avec des tunnels. Heureusement qu'on a quand même les lampes de photothérapie qui, quand même, en attendant, peuvent faire le travail peut-être pour éviter des séquelles neurologiques. Au-delà du renforcement des équipements, l'unité de néonatologie de l'hôpital de la paix de Ziguinchor a besoin de plus de ressources humaines, surtout d'infirmiers, pour prendre en charge les cas d'infection néonatale qui sont très fréquents. Et justement, le directeur de cet hôpital tire la sonnette d'alarme sur l'urgence d'un passage au niveau 3. L'hôpital de la paix de Ziguinchor est devenu trop petit pour répondre à la demande croissante selon Moussa Sen. Cette structure de santé de niveau 2 qui offre toutes les spécialités avec des ressources humaines de qualité accueille de plus en plus de patients venus d'autres régions et même de la sous-région. On l'a toujours dit, c'est un hôpital qui doit aller officiellement au niveau 3 compte tenu de ses ressources, surtout humaines de qualité. Mais également, c'est un hôpital qui est devenu petit
Aujourd'hui, les salles d'opération, nous sommes à 3 salles d'opération pour 17 chirurgiens. Donc, mais là, on a fait un projet d'établissement sur 5 ans où on a déclaré, il y a l'espace et tout. Et si on a les locaux, on renforce également les équipements, cet hôpital est capable de prendre en charge beaucoup de pathologies. L'autre élément, c'est que c'est un hôpital où également on enseigne. Parce que pratiquement, avec plus de 20 universitaires, on forme ici des médecins et également on fait de la recherche. Moi, je pense que Ziguinchor a besoin au moins d'avoir au moins 2 hôpitaux de niveau 3. Comme vous avez dit, c'est un hôpital qui prend en charge la sous-région. Ça fait 2 ans, je pense que le bébé de l'année était de Guinée-Bissau. Je rappelle. Donc ça veut dire que c'est un hôpital sous-régional. Maintenant, un hôpital, c'est quoi? Il faut des locaux aux normes. Ensuite, un équipement et un accompagnement sur le plan financier. Sur le terrain politique, l'Assemblée nationale est à l'heure des décisions sensibles avec l'installation de nouvelles commissions ad hoc, celles chargées de statuer sur les demandes de levée d'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop sont officiellement installées. Chaque commission est composée de 11 membres, 9 issus de la majorité parlementaire, 1 du groupe Takku Wallu Sénégal et 1 député non inscrit. Pour 116, contre 1 voix, abstention 0. L'Assemblée a adopté. Les députés Salimata Diop et Moustapha Diop auront désormais affaire à 2 commissions, composées chacune de 11 députés chargés de statuer sur les demandes de levée de leur immunité parlementaire. Et vous savez que nos collègues Moustapha Diop et Salimata Diop ont été cités dans des affaires et la justice a demandé la levée de leur immunité parlementaire. C'est pourquoi, conformément au règlement intérieur, à l'article 34, pour chaque affaire et pour chaque député, il a été mis en place une commission ad hoc qui doit statuer et livrer des conclusions pour la levée de leur immunité parlementaire. Cette procédure s'inscrit dans le cadre des poursuites engagées contre ceux qui sont épinglés par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Covid-19. 5 anciens ministres étaient sur le viseur du procureur général près la Cour d'appel de Dakar, mais ils bénéficient de privilèges de juridiction. Les députés Moustapha Diop et Salimata Diop sont quant à eux couverts par une immunité parlementaire en plus de leur statut d'ancien ministre de la République. Les députés sont couverts par l'immunité parlementaire dès la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Et pour poursuivre un député en session, quand on est en session, il faut obligatoirement l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quand on est hors session, c'est le bureau qui donne son autorisation. Les 2 députés sont désormais appelés à répondre aux différentes questions des commissions avant que ces dernières décident ou non de soumettre en plénière le vote des demandes de levée de leur immunité parlementaire. Quittons le terrain politique pour les rivages où le changement climatique menace nos côtes. Malibu-Plage fait partie des zones d'alerte. Si aucune mesure n'est prise, cette plage pourrait disparaître dans les 10 prochaines années. Déjà, plus de 150 mètres de rivages ont été engloutis. Un cri d'alerte lancé par la mairesse de Golfe Sud, Khadija Mayakor Diouf, lors d'une rencontre de sensibilisation sur les défis du changement climatique. Malibu-Plage risque de disparaître de la carte dans les 10 prochaines années à venir si toutefois des mesures fortes ne sont pas prises face au changement climatique. La plage a déjà perdu plus de 150 mètres de sa côte. La mairesse de Golfe Sud alerte sur ce fléau. Si vous regardez bien cette plage, je peux le dire parce que j'ai grandi ici, on a perdu plus de 100 à 150 mètres de côte. La plage avance, c'est les effets du réchauffement climatique. Ce n'est plus quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qui s'est installé. Est-ce que nous devons nous taire ou nous devons arrêter de commenter et faire des actions? La sensibilisation fait partie aujourd'hui des éléments déterminants pour la protection de l'environnement, pour l'intégration des valeurs de la culture écologique et environnementale. Malibu-Plage a abrité un spectacle des animaux marionnettes animés par des comédiens et marionnettistes, une façon d'interpeller l'homme face à sa relation avec le monde animal et son environnement. Je crois que nous devons apprendre à nos enfants à découvrir les animaux.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup d'éléments, surtout en Afrique, qui ont fait notre histoire, notre rapport avec la nature, avec ces animaux vivants, a aujourd'hui perdu toute la place qu'elle avait. Alors que nous avions beaucoup de valeurs que nous entretenions avant, parce que nous nous inspirions beaucoup du règne animal, du monde animal. Et donc c'est très très important aujourd'hui qu'on reprenne avec des initiatives comme celle de cet après-midi, contact avec la nature vivante. Pour rappel, ce spectacle des animaux marionnettes rentre dans le cadre de la sensibilisation du grand public par l'art au changement climatique. Il s'agit du projet de la Horde qui a déjà fait quelques pays d'Afrique et d'Europe. Bakary Cissé, et pendant que la nature s'impose, la vie reprend doucement son cours sur la plage de Malibu. Malgré les défis persistants en cette période de canicule, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous, contrairement aux autres plages. Cependant, les petites activités commencent à s'installer dans cette station balnéaire de la banlieue. Les commerçants soulignent néanmoins plusieurs manquements, absence d'eau potable, de toilettes publiques, d'éclairage et même un sérieux problème d'espace. C'est en cette forte canicule, avec le soleil qui règne en maître, que les commerçants s'activent au quotidien dans leur petit commerce. Ici, à la plage de Malibu, les différentes activités y sont menées, grillades aux poissons, vente de jus, entre autres, au grand bonheur de la fréquentation. Pour le moment, ce n'est pas encore le grand rush, mais durant l'été, ça marche bien. Je vends des jus, de la boisson, de l'eau et autres. Moi, je vends des poissons, des gambas, de la boisson, de l'eau, tout ce qui pourrait intéresser les clients. Ces espaces de fortune, très bien aménagés pour accueillir la clientèle, font office de restaurant. Cependant, il semble manquer du service minimum pour leur sécurité, l'électrification du site, le manque d'eau ou encore l'accès aux toilettes. Nous n'avons ni d'eau, ni de toilettes, ni de lumière. On se débrouille nous-mêmes. J'étais moi-même parti chercher de l'eau. Je viens d'arriver comme ça. Nous avons un réel problème d'accès à l'eau. Même s'ils disent être soutenus et accompagnés par la municipalité, ils invitent cependant les autorités municipales à les assister davantage. Nous demandons aux autorités d'aménager cet espace, d'augmenter la sécurité pour nous. C'est à partir de 22 heures que la police commence à faire des rondes, parce qu'à partir de cette heure, normalement, il n'y a plus de clients. Avec la période de chaleur qui s'annonce, certaines populations de Dakar choisissent et continuent de se baigner au niveau des plages, pourtant classées dangereuses par les autorités étatiques à leur risque et péril. Côté sport, retour sur la balle 2025 avec l'ASC Ville de Dakar qui connaît des fortunes diverses après une victoire serrée contre l'US Monastir 70-67 samedi. L'ASC Ville de Dakar a chuté face à Creole Star 66-63 ce dimanche lors de la deuxième journée de la conférence Sahara. Déçu, Libas Faye analyse les failles de son équipe et appelle à une mobilisation avant d'affronter Petro de Luanda ce mardi. On va vraiment y revenir. On va nous remettre en cause sur ce que nous avons fait jusque-là, parce que les deux matchs, sur ces deux matchs-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à étudier, beaucoup de choses à revoir. Et on le prévoyait même, donc avant d'entamer notre troisième match. Donc c'est ce qu'on allait faire, essayer de voir par rapport à ce que nous avons produit comme jeu, donc quelles sont les choses à améliorer par-ci et par-là après les deux matchs. Et félicitations pour l'équipe de Ville de Dakar, équipe haute ici des compétitions. Ils ont lutté jusqu'à la fin de le match, et un grand adversaire. Et notre groupe a de bons adversaires toujours. Donc pour notre, c'est un moment historique pour nous et pour Cap-Vert, parce qu'on est ici pour le drapeau de Cap-Vert et c'est ce moment qui est le plus important.
Enfin, un détour par l'Europe frappée par une gigantesque panne électrique. Le point sur la situation en Espagne et au Portugal. La coupure a entraîné d'importants dégâts, notamment dans les secteurs des transports et des télécommunications. Les causes restent pour l'instant inconnues, tandis que des opérations sont en cours pour ramener la situation à la normale. L'Espagne et le Portugal ont été frappés par une panne d'électricité généralisée survenue ce lundi à la mi-journée, plongeant une grande partie de la péninsule ibérique dans le chaos. Même si les raisons de cette coupure restent à déterminer, les répercussions restent énormes. La coupure a provoqué d'importantes perturbations dans les transports publics et privés, notamment les aéroports, les trains et les métros, ainsi que sur les routes où les feux de signalisation ont cessé de fonctionner. Les entreprises, les raffineries de pétrole notamment, ont dû interrompre leurs activités, occasionnant d'importantes pertes. Des investigations sont actuellement en cours pour connaître l'origine de ce dysfonctionnement. La possibilité d'une cyberattaque est même envisagée par les autorités des deux États. De son côté, le fournisseur d'électricité espagnol Red Africa, qui a déployé d'importantes ressources pour rétablir le courant, précise que la panne serait due à un problème atmosphérique rare. La panne a également affecté le secteur des télécommunications. Des services téléphoniques ont été fortement perturbés par cette situation inédite qui touche également certaines localités de la France frontalière avec l'Espagne. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Je vous donne rendez-vous à 21h dans votre magazine 7 Politique. Merci, au revoir.